Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Marc-Antoine Averbeck qui est le directeur général de l'association AGE2S à Lambersart, qui est aussi le président de la FNADEPA Nord-Pas-de-Calais. Euh, voilà, donc bon, maintenant, pour ceux qui nous connaissent, on travaille quand même pas mal ensemble, il faut le dire. Et ensemble, aujourd'hui, on va parler de l'inflation, de comment combattre l'inflation. On a fait un épisode ensemble la semaine dernière, l'année dernière, où on parlait de l'isolement des directeurs, des difficultés de recrutement. Et cette année, on a pu ajouter l'inflation. Et toi, tu as mis en place pas mal de petites choses pour essayer de réduire l'impact. Et comme tu l'as partagé à nos collègues dans le Nord, on s'est dit qu'on pourrait faire un épisode pour le partager plus large. Est-ce que tu peux, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, te représenter? Tu m'as déjà présenté. Ouais, Bah, mais tu as mieux. alors, je suis le directeur d'un EHPAD et de deux résidences autonomie. Donc, au total, ça fait 100, un bon 160 lits. Donc, sur Lambersart. Je travaille dans un statut associatif. Donc, avec une certaine flexibilité, mais un certain isolement dont on a parlé la dernière fois. Et du coup, l'absence de service support qui nous permet de négocier des gros contrats nationaux ou d'être à l'affût de toutes les opportunités. Enfin, on l'est, mais on va dire on n'a pas de service dédié à ça. D'être à l'affût des Ouais, tu veux dire que opportunités c'est toi financières et qui économiques. gères en direct parce que c'est Bah, petite structure. c'est ça, on va chercher les tuyaux auprès des collègues ou en se débrouillant. Voilà. Je t'avais déjà posé la question, mais j'aime bien la reposer. Pourquoi t'es devenu directeur de maison de retraite? Mais s'il faut que je dise exactement la même chose, du coup, que la dernière fois, j'aurais dû T'as peut-être réécouter. changé d'avis. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je le suis pour essayer d'apporter de la vie dans ces structures et surtout d'offrir exactement, enfin, en tout cas, d'essayer d'orienter les gens dans les bonnes structures. On est de plus en plus là, après c'est lié à la configuration de mon association, mais on est amené à orienter le public et à ne pas lui proposer de l'EHPAD comme étant l'unique solution à sa dépendance. Et on en a déjà parlé, mais c'est vrai que pour moi, orienter quelqu'un en EHPAD alors qu'il peut encore bénéficier d'une résidence autonomie ou alors l'orienter vers des dispositifs un peu trop lourds, c'est dommage parce que, ça coûte humainement à la personne et derrière, faire le pas en arrière, revenir en arrière, c'est compliqué. Et puis, le deuxième truc qui est pour moi aussi important, c'est que c'est un coût pour la société qui est pas négligeable parce que la place d'EHPAD coûte très cher et c'est un coût pour la famille et pour la personne qui est évitable. Donc, c'est à la fois financier et humain. C'est comment on oriente ces deux enjeux, comment on les oriente correctement dans nos structures avec les moyens, enfin dans les structures même voisines, pas forcément les nôtres, hein, pour leur bien à eux. Donc ça change un peu de la logique, il faut faire du taux d'occupation. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui redonne du sens à ma mission là depuis en sortie de Covid. Je trouve que c'est quand même assez, on va dire que c'est le point positif de la période, c'est que là aujourd'hui, on a d'autres visions, hein. On a moins une vision taux d'occupation, quoi. Après, c'est peut-être D'accord, il n'y a spécifique plus. c'est peut-être spécifique
à mon assaut, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait partie des bons moments du métier d'avoir finalement un rôle de quasi service public d'orientation des Ouais, et de personnes. réponse. Non, voilà, d'apporter des réponses autres que non, mais je vais vous faire rentrer le plus vite possible. Voilà, c'est intéressant. Ça marche, je vois l'idée. Tu as parlé de l'aspect financier et voilà, c'est le sujet classique où on considère que l'EHPAD, ça coûte cher, très cher, trop cher. Et puis là, en ce moment, bon, il y a de l'inflation, tout augmente, mais encore plus sur les établissements, que ce soit euh, voilà, le coût de la vie en général, mais aussi et surtout le coût de l'énergie. Et on a vu pas mal d'établissements là dans la région en difficulté par rapport à l'électricité, au coût de l'électricité et au fait que il y a de l'inflation, le tarif augmente, voire explose, ce qui a un impact direct sur les budgets, sur des prix de journée qui peuvent pas forcément être augmentés euh, et qui met les établissements en difficulté. Euh, Semblerait que tu sois devenu l'expert bouclier tarifaire. Alors, on va pas dire ça, mais on va dire que aujourd'hui, moi, je me bats pour essayer de faire appliquer dans les résidences qui hébergent des seniors le bouclier tarifaire au même titre que chaque particulier. Chaque particulier peut en bénéficier à domicile. La problématique à l'heure actuelle, c'est que beaucoup des structures, de nos structures, sont considérées comme des entreprises, en tout cas par les sociétés d'énergie là, comme étant des structures, des entreprises de plus de 10 salariés. Et donc, on se retrouve à, pour le moment, régler les factures ou à taux plein dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, bénéficier d'un amortisseur au même titre que les boulangers et les artisans. Et en fait, ben, la différence est techniquement complexe à expliquer. C'est-à-dire que il y a toutes des caractéristiques techniques et des calculs savants qui permettent de déterminer votre coût de l'énergie. Mais bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le bouclier tarifaire, c'est assez simple. C'est une augmentation de 15%, comme on a pu le subir à domicile. Alors, sur les gens qui sont hors contrat, hein, par rapport aux tarifs fixés par l'État. Et puis, en fait, et qui là va réaugmenter au mois d'août, hein, de 10%. Et par contre, l'amortisseur, lui, c'est tout autre. C'est un calcul savant d'augmentation et là, on peut aller sur du x50, x100, voilà, c'est en pourcentage. Et c'est très variable suivant le contrat que vous avez, suivant le contrat que vous avez signé, suivant la date à laquelle vous l'avez signé, suivant aussi si vous êtes en direct, si vous achetez au prix du marché, enfin voilà. Et même d'une structure à l'autre, enfin, voilà, c'est un sujet qui est très complexe. Moi, je me suis battu pour mes trois structures. L'objectif était d'obtenir au moins l'amortisseur, parce que même l'amortisseur, on me le mettait pas. Et, euh, et là, j'ai appris récemment qu'en fait, il y a une petite subtilité dans la loi qui faisait qu'a priori, les fournisseurs d'énergie ont des difficultés eux-mêmes à faire appliquer le bouclier tarifaire, alors qu'il y a un dispositif d'État, hein, c'est pas c'est un dispositif d'État, mais qui est appliqué par les opérateurs. Donc, c'est encore une usine à gaz, si, pardon, bon, je sais pas, Ouais. mauvais jeu de mots, mais globalement, c'est une usine à gaz où, en gros, les aides que nous allons percevoir sont en fait déclarées et perçues par l'opérateur d'énergie. Et on se retrouve maintenant dans des situations catastrophiques parce que, en plus, on se retrouve à devoir avancer les fonds. Les fonds, et là, on doit, sur des résidences que je gère, depuis janvier, on a multiplié, oui, par deux ou trois la conso énergie, et on parle de factures qui tombent pour 2 mois de 38 000 euros, alors qu'avant, globalement, on tournait autour de 5 000. Et donc, pour 5 000 pour 2 mois. Donc l'augmentation est colossale, elle est très très importante et celle-ci, bah, il faut la supporter et il faut avancer en trésor. Alors
il y a des dispositions enfin, il y a des dispositions négociables suivant l'opérateur. Parfois, on peut suspendre les facturations, etc. Mais on reste dans le flou quand même. Est-ce qu'on va nous appliquer plutôt un tarif bouclier, un amortisseur? On ne sait pas en fait. On ne sait pas. On sait qu'aujourd'hui, au pire, c'est la facture qui nous a été envoyée. Et au mieux, bah, ça sera probablement un bouclier. Et ça, bah, clairement, ça inquiète les directeurs, mais ça inquiète aussi les résidents. Mais l'inflation, de manière générale, inquiète les résidents, parce que en question de CVS, il nous est souvent demandé quel est l'impact de l'inflation sur nos résidences. Et surtout lorsqu'on a annoncé au mois de janvier qu'on augmentait les tarifs. On augmentait les tarifs parce qu'on sentait on a dû augmenter les tarifs pour deux raisons, hein. Il y a eu le changement de législation sur les prestations socles. Et puis, pour ceux qui intégraient pas l'entretien du linge dans leur tarif de journée, l'entretien du linge personnel. Et puis, il y a eu l'augmentation liée à l'inflation. Donc, les résidents, globalement, se sont pris deux augmentations voilà, dans l'année, au même moment, hein, mais ça a quand même fait faire un bond à beaucoup de prix de journée. Et donc la question des résidents à ce moment-là, c'est mais quel est l'impact de l'inflation? Et ben en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, clairement, moi, sur certaines de mes résidences, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce que DF ne sait pas vous dire, ou autre hein, d'ailleurs, pas les seuls fournisseurs d'énergie avec la problématique, ils ne savent pas nous dire combien on va payer l'énergie. Et les artisans ont le même problème, hein, pour le coup. Moi, ce que j'ai trouvé un peu triste et aberrant dans la situation, c'est qu'on va vous envoyer une facture de 38 000 euros à la place d'une facture de 5 000 sur un établissement qui accueille des gens habilités à l'aide sociale, enfin, qui a des gens qui, pardon, qui bénéficient de l'aide sociale. Et puis, on vous menace de couper si vous payez pas. Et là, je me dis quand même, on a atteint, alors certes, c'est des courriers automatiques, etc., mais je me dis vraiment, c'est un peu moche parce que à la télé, ce qui est dit, c'est qu'on aide les EHPAD et qu'on aide les résidences autonomie et qu'on aide. Bah, en fait, sur le terrain, en réalité, sur le plan de l'énergie, aujourd'hui, moi, je n'ai rien vu. Après, il y en a d'autres qui ont des opérateurs d'énergie qui ont déjà, enfin, qui ont temporisé et qui n'encaissent pas, qui facturent pas. Mais même ça reste un problème parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est de la visibilité. C'est savoir si on peut déclencher des dépenses d'autres dépenses si, enfin, s'il y a pas, si l'augmentation est minorée ou, enfin, puis savoir si peut conserver notre personnel, quoi, globalement, tout notre C'est ça personnel. la problématique, c'est que c'est une augmentation énorme qui n'est pas prévue, Ah bah, qui c'est n'est un pas ETP, quoi, compensable. clairement. Là, par Ouais. exemple, pour 2 mois, c'est un ETP, globalement, là, au mois de janvier, février. Et bah ouais, on fait quoi, nous, derrière, avec ça? Alors oui, on nous dit peut-être que vous allez bénéficier d'aide, etc., a posteriori. Ok, ouais, très bien, d'accord, mais en attendant, vous me les demandez de les sortir, quoi. Voilà. C'est ça. Et pour les petites structures, il y a des problématiques de trésorerie qui tombent. Oui, Et c'est vrai que, vu comme ça, en gros, tu as le salaire annuel d'une aide-soignante qui part en 2 mois pour quelque chose qui n'est pas prévu pour l'électricité qui arrive en plus. Alors que le discours, c'est il y a des aides, un bouclier, un amortisseur, et ça. qu'on ne voit pas. Et quand tu fais le comparatif, les boulangers, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des boulangeries, on a vu en Belgique là où il n'y avait rien, mais comme aide des sociétés, des établissements qui ferment parce que, parce que ça coûte, parce que l'énergie coûte trop cher en fait. Exactement. Nous, on n'a pas la possibilité de fermer le dimanche pour couper les fours, quoi. Hein, c'est pas possible. Donc, il y a un moment, on tourne 24, 7. Les contrats qu'on nous fait signer, en plus, sont sur des contrats sur plusieurs années. Donc, en fait, on signe avec des tarifs abusés pendant 2 ans ou 3 ans. Et voilà. Mais de toute façon, on est logé à la même enseigne que les artisans. On voit bien l'impact que ça a eu sur eux. Voilà, là, il y a un moment, ce qui est un peu, moi, ce que je trouve moche, c'est qu'à la limite, on nous l'annonce officiellement, mais par contre, on ne vienne pas nous dire derrière que tous les EHPAD de France bénéficient d'un bouclier tarifaire. Alors, peut-être que là, ça va être corrigé, hein. D'après ce qu'on m'a dit, ça sera corrigé là dans les semaines à venir, je les espérer. Et oui, mais ça, c'est un axe principal aussi, c'est que certains se sont contentés de l'amortisseur, mais ils peuvent aller chercher le bouclier. Et j'incite les directeurs à aller alerter EDF sur leur situation, et EDF et Engie et tout autre, hein, et leur demander vraiment se faire appliquer le bouclier tarifaire. Et on va leur Ouais, parler c'est de ça. la limite de puissance de compteur. La limite de puissance de compteur pour bénéficier du bouclier tarifaire, a priori, ne s'applique pas pour les établissements
de type EHPAD et résidence autonomie. Oui, parce que dans tous les cas, c'est le résident qui va payer puisqu'on est sur le tarif hébergement et c'est un Exactement. non-sens dans la mesure où en plus, quand il y a une habilitation à l'aide sociale, je veux dire, il y a les chèques énergie, tout ça au quotidien pour les personnes chez elles. Ça veut dire que, en gros, c'est une forme de discrimination aux personnes qui sont en EHPAD qui vont pas Ah, bénéficier des mêmes aides sur l'énergie. exactement. Moi, j'avais alerté le département en disant que là, on était en train de faire des sous-citoyens, de se dire, bah, à un moment, le résident d'EHPAD et de résidence autonomie, il a choisi ou pas d'ailleurs d'être chez nous, hein, généralement. Et puis, il se retrouve en plus à passer à la caisse une nouvelle fois, alors que déjà nos prix de journée sont importants. Et en plus, enfin, le truc un peu plus cynique finalement dans l'affaire, c'est que encore certains établissements ont la possibilité d'augmenter leur prix de journée pour absorber ça. Ceux qui sont habilités 100% aide sociale, voilà, ils ont augmenté de 5,14, point barre. 5,14%. Et quand on voit qu'on peut passer de 5 000 à 38 000 sur un établissement de 80 lits, euh, Ouais, derrière, ça suit plus, quoi, ça passe pas. bah, ouais. Et puis ça, c'est l'augmentation. Ça, c'est l'augmentation initiale. C'est l'augmentation uniquement sur l'énergie. Je pense que tu avais prévu de passer à d'autres sujets après, mais Il y je a vais tout le passer reste, vite hein, le champ. mais Si on ouais, c'est prend ça. l'entretien du linge, c'est pareil, hein, c'est des augmentations qui vont à 15 points minimum. Et puis derrière, bah, sans plus-value pour les résidents, quoi. Sans plus-value, bon, c'est ce que tout le monde vit à domicile, hein, on va pas se mentir. Mais 15 points par-ci, 15 de l'autre côté, 20 de l'autre côté, ça fait pas 5,14. Donc 5,14 Non, de c'est clair. taux d'augmentation du prix de journée. Et donc c'est vrai que là, les directeurs cette année vont être amenés à quand même à trouver des petits, des petits comment dire, des petites optimisations, des petits filons pour essayer de maintenir le même niveau de prestation et en fait faire en sorte que les résidents continuent à en avoir pour leur argent. Et en fait, j'ai même tendance à dire, continuer à dépenser, pardon, à défendre le pouvoir, enfin, à défendre nos résidents, parce que c'est ça, nous on est dans l'associatif, le but n'est pas faire de la marge, quoi. Le but, c'est de faire en sorte que le résident, il en ait pour son argent, que ce qu'il a dépensé, ça lui revienne. Et ça, c'est hyper important. Ouais. C'est sûr que si demain, la plupart des choses servent, enfin, voilà, ça va pas être possible, quoi. Donc, si on leur retire en plus maintenant du personnel, alors que déjà on en manque, ça va être compliqué. Voilà. À l'extrême, c'est ce qui pourrait arriver, en fait, parce qu'à un moment, s'il faut compenser des augmentations comme ça qui explosent, il pourrait y avoir, alors évidemment, pas forcément sur le soin, mais et encore, hein, mais c'est vrai qu'on pourrait être coincé. Et puis, la question de la trésorerie, c'est derrière comment je paye mes salaires si ma facture d'électricité, elle a déjà tout pris ce qu'il y a sur le compte. C'est ça aussi. Oui, alors Alors, après, la question de, ouais, la question de la trésorerie, il y a enfin, pour reprendre, parce que tu as parlé rapidement du soin, sur le soin, globalement, ce qu'il faut compter, c'est simplement les augmentations liées au SMIC et liées à la revalorisation du point, qui d'ailleurs, bah, finalement, va probablement être de nouveau nécessaire, vu que les aides-soignants sont repassés au niveau du SMIC, et voire même en dessous. Et aux augmentations du Ségur, enfin, amenées par le Ségur, amenées par le grand âge, plus ce etc. qui n'est pas financé à travers tout ça. Alors, pour clôturer le sujet électricité, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a la facture qui explose, voilà, toi, tu as eu du x6, x7, Bah, je on coupe a vu jusqu'à l'électricité. du x10. Avec cette menace-là, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, je coupe l'électricité des résidences. Et puis, non, bah, en fait, il faut vérifier qu'on nous applique bien le bon dispositif d'aide. C'est hyper important. De toute façon, la facture, elle va augmenter. La plupart du temps, on a négocié des contrats il y a 3 4 ans ou il y a 2 ans. Bon, ils sont arrivés à terme, mais pour la plupart des EHPAD, là, ça y est, ils sont arrivés à terme. Et donc là, l'objectif c'est d'essayer d'obtenir le meilleur dispositif. Après, là, à l'heure actuelle, quand vous signez un, un, un contrat, les tarifs ont bien baissé par rapport à l'année dernière. Et donc finalement, bon, c'est tout.
ça semble moins déconnant. Maintenant, c'est le dispositif d'aide qu'il faut vérifier. C'est est-ce que j'ai le bon dispositif d'aide? Est-ce que j'ai bien le bouclier tarifaire? C'est ça. Euh, Et on vise le bouclier plutôt Moi, je qu'un vise le amortisseur bouclier. qui Je permet. sais qu'il y a des collègues qui ont l'amortisseur. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde vise le bouclier. C'est ce Ok. qu'il y a de plus logique et cohérent parce que nos résidents, sont des citoyens comme les autres. Oui, c'est ça. Et puis qu'il faut se battre sur la question d'inflation, de pouvoir d'achat. Et puis parce que l'argent qui va être économisé là-dessus, en principe, le but, c'est de pouvoir le réinvestir pour le quotidien, pour la résidence, pour les résidents, pour en faire C'est ça. des Et choses bien. bien vérifier, parce que on va vous dire que vous bénéficiez de l'amortisseur, amortisseur et bouclier, c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas les mêmes avantages. Concrètement, c'est quoi la différence? Bah, en fait, le bouclier, c'est exactement, pour revenir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est le bouclier, c'est ce qui est appliqué aux citoyens lambda, toi, moi, et donc l'augmentation de 15% février et 10% là, mois d'août. L'amortisseur, c'est une augmentation. Alors, c'est un calcul hein, qui est réalisé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, il n'y a qu'une moitié de l'inflation qui est prise en charge par D'accord. l'État. Ça veut dire que si tu augmentes de 30 000, tu vas En augmenter gros, que de hein, 15 000, quoi. globalement, le schéma qu'on m'avait fait à l'époque, mais je suis pas, voilà, je suis pas, c'est à vérifier, hein, d'accord, mais globalement, on m'avait dit c'est bouclier, prix marché, et tu divises par deux l'augmentation, enfin la différence, et l'État prend en charge que la moitié. D'accord. Ok. C'est la moitié de l'augmentation totale. Ça Ouais. marche. Il y a un vrai sujet hein, là-dessus, de toute façon, sur l'énergie, comme partout, mais c'est vrai qu'il faut être sur le bon dispositif parce que sinon enfin, voilà, c'est une dépense qui est très difficile à compenser. Bah, c'est un Euh, enjeu pour nous, c'est un enjeu pour les résidents, en fait, surtout, hein. ouais. Oui, pour maintenir le prix, puis pouvoir ne pas avoir à dégrader le service, en gros, en baissant ou en allant chercher trop d'économies. Euh, ouais. Et pouvoir continuer de payer les salaires à la fin du mois, quoi. C'est ça C'est c'est ça ça. le sujet. Notre deuxième point, c'est t'as un tuyau. T'as vu, moi aussi, j'ai bon jeu de mots. Pour l'eau. Réduire le coût de l'eau. C'est quoi le Oui, tuyau? bah, moi, j'avais des problèmes d'eau dans ma structure. J'avais des problèmes de Ah, mais on facture en a d'eau. tous eu, hein. Plus précisément. J'avais un super bâtiment neuf, magnifique, mais avec des chasses d'eau mal conçues, ou en tout cas mal posées, qui faisaient qu'on ne pouvait pas changer un joint et que bah, après 4 ans de vie du bâtiment, donc on a passé la biennale et tout, après 4 ans de vie du bâtiment, bah, les joints sont morts et au lieu de les changer comme dans toutes les structures, eh ben, on se retrouve à pas pouvoir les changer. Et donc on a laissé en se disant on va attaquer le promoteur, etc. Et bon, au final, on a perdu pas mal d'argent avec ça. Et là, il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a un an, 1 an et demi, on a commencé à remplacer les sanitaires par un nouveau système qui se met en dehors de, donc c'est plus des toilettes hein, encastrées, hein, la chasse est à l'extérieur. Là encore, je vais pas rentrer dans le détail, mais ceux qui veulent peuvent me contacter. Je peux même faire visiter un sanitaire. Je sais que t'aimes bien, toi, Arnaud, Formidable. les sanitaires. Moi, je suis expert en chasse d'eau. Je peux te les réparer les yeux fermés. Ouais, mais globalement, c'est un système de balancier dans la chasse d'eau, un peu à l'ancienne, mais qui du coup limite le nombre de pièces un peu farfelues avec les chasses d'eau avec des soufflets qui marchent une fois sur deux, etc. Voilà, c'est un truc très simple, le plus simple possible, bon, qui est un peu cher quand même, mais et surtout qui utilise moins de volume d'eau. Donc, on a commencé par remplacer l'ensemble des sanitaires, par faire le tour de l'ensemble de la structure concernant tout ce qui était robinetterie, et on s'est aperçu de pas mal de petites anomalies, des robinets qui goûtaient, des choses comme ça. On a remplacé tout ça. Et puis, surtout, on s'est battu avec, donc chez nous, c'est Iléo hein, sur l'île, mais on s'est battu en fait avec le prestataire enfin, l'agence de l'eau, pour obtenir des compteurs connectés. Et de ce fait, euh, et de ce fait, on a mis des alertes quotidiennes sur notre réseau. Et on a fait de super belles économies l'année passée. Bon, après, il y a eu
Il y a eu forcément une très belle baisse dès qu'on a remplacé l'ensemble de nos sanitaires. On a divisé par deux ou trois. Et là, il n'y a pas longtemps, on s'est aperçu là cette année encore que avec l'histoire du système connecté, où on a quand même, pour finir, une consommation d'eau qui est assez linéaire. On s'aperçoit finalement que quand il n'y a pas du tout de fuite, on consomme à peu près la même chose tous les jours, à quelques, voilà, à 1 mètre cube près, quoi. Et donc, on a mis des alertes assez fines. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a la moindre fuite, on intervient tout de suite. Et ben ouais, là, on a regagné 10 000 € là-dessus cette année. Enfin, dans les projetés, il semble qu'on gagnerait 10 000 € de plus cette année. Et on avait déjà ouais, divisé par deux. Donc, ça, c'est un facteur Moi, je trouve que c'est de l'optimisation. Alors, ça coûte un petit peu à la base, hein, parce que forcément, j'ai installé 66 sanitaires, mais 66 sanitaires que j'ai remboursés en 1 an d'économie d'eau. Donc, Ouais, donc c'est ultra donc efficace. Et puis, finalement, moi, je trouve que c'est un très bon investissement. Après, voilà, encore faut-il avoir cette problématique-là. Mais je trouve que là aussi, si j'ai un conseil à donner, c'est de commencer à installer de la domotique. Ces systèmes-là existent beaucoup dans le domicile, existent aussi pas mal finalement dans la gestion des bâtiments de la grande distribution. Et tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un de la fac et c'est pareil, apparemment dans les bâtiments de faculté, ils utilisent aussi de plus en plus ce genre d'outils pour finalement vraiment bien maîtriser nos fluides. Et ça revient aussi à l'électricité, hein. Donc il y a tout ce qui est, si on revient à l'électricité, tu as tout ce qui est détecteur, etc. Bon, le remplacement par les LED, on est de plus en plus à l'avoir fait, hein. ça, normalement, c'est fait. Normalement, on est de plus en plus. Ceci dit, il y a encore quelques fluos qui traînent, hein. Ouais, c'est Mais bon, rare. les fluos, ça Ça va. va venir. Et Mais par contre, c'est vrai qu'il y a l'aspect domotique et tout ça, parce que quand tu dis domotique, tu as mis des pour l'eau bah et donc, c'est pour des quoi compteurs d'autre? connectés. Alors, suivant les endroits, hein, il y a des endroits où on a mis aussi des décompteurs pour aller chercher s'il n'y a pas des consommations excessives, par exemple, du cuisinier. Ou voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais le but n'est pas de réduire notre consommation pour nos résidents. Le but est de réduire notre consommation perdue. Finalement, ce que Ouais. devrait faire l'agence de l'eau dans la rue. S'il y a un tuyau qui coule toute la journée, il faut intervenir. Et c'est vrai que nous, nos soignants nous le disaient régulièrement. On disait, ouais, mais vous vous rendez compte, la chasse d'eau qui coule et tout, il faut intervenir vite, c'est un scandale. À la maison, on ne laisse pas couler. C'est vrai. Sauf que bon, il faut que le tech et tout y aille. Et surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pense à le signaler. Parce que c'est bien beau de passer devant et de dire, c'est abusé, ça coule. Et si on ne le signale pas. Et là, ce qui est très bien, c'est que finalement, moi, le matin, je reçois un mail qui me dit, il y a c'est sûr, il y a une variation qui est pas normale. Et là, je me suis aperçu qu'une chasse d'eau, ça suffisait à faire l'alerte et D'accord. à générer une Non, alerte. mais Et du et coup, une ça chasse d'eau, montre c'est bien un coût l'impact. important, hein. Ouais, et ça montre bien l'impact. On a eu aussi un robinet qui goûtait l'autre fois. Donc là, on l'a un peu moins vu, mais bon, on organise des tours réguliers, on le voit moins sur les alertes. Mais il suffit qu'il y ait une chasse d'eau plus ça, là, ça y est, ça sonne dans tous les sens. Et c'est quand même vachement bien. Et surtout, ça, c'est des économies faciles. À mon sens. Et c'est pour ça que ça, c'est le genre de choses, il faut pas lésiner sur les moyens pour remplacer des sanitaires et des chasses d'eau. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Parce que finalement, voilà, à domicile, une chasse, ça coûte une fortune quand elle fuit. Bah, chez nous, on en a quand même entre 80 et 100. Entre les communs, celles qu'il y a dans les vestiaires, puis celles qu'il y a dans les anciens vestiaires ou dans d'anciens locaux où on va pas, mais qui finalement fuient depuis une semaine ou deux. Donc, En voilà, plus. moi, Ouais, non, mais moi, c'est clair. Et puis ça revient aussi à ce que tu dis, c'est une économie facile. La règle du jeu, en général, c'est surtout on touche pas aux dépenses qui vont toucher sur le confort de vie, en fait, sur la restauration, sur l'animation, sur tout ça. Euh, il y a eu la question, en plus, avec l'inflation, on se reparle des ça, du chauffage. Quand on dit dans les lieux publics, je sais plus, c'était 18, 19 et tout ça, on n'est pas du jamais, on va mettre cette température-là. Ça veut dire qu'on maintient un coût élevé. Et par contre, c'est quand même complètement dommage de gaspiller, en fait, cette énergie, que ce soit et sur le l'électricité, l'eau. chauffage, nous, on avait un sujet, alors du coup, on peut enchaîner là-dessus.
C'est vrai que sur le chauffage, il y a un sujet, et je pense qu'il y a un sujet dans beaucoup d'établissements, où parfois le matin, ou peu importe, hein, l'après-midi, il y a un rayon de soleil à mi-saison, et on voit toutes les fenêtres ouvertes, et quand on met la main sur le radiateur, il est tiède, ou il est chaud. Et là, on se dit, non, mais c'est abusé, à la maison, je coupe le chauffage. Coupe le Ouais. chauffage. Ou on s'aperçoit que dehors il fait 20 degrés et le chauffage il tourne comme si dehors, enfin peut-être pas 20 degrés, mais voilà, on s'aperçoit que dehors il fait doux et que à l'intérieur le chauffage tourne et il fait trop chaud. Donc bah, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, quoi. On aère. C'est très bien. Sauf que cette problématique-là, je l'ai constatée sur plusieurs de mes structures, et puis même c'était quelque chose que qu'on rabâchait finalement sur les structures où j'étais en stage quand j'étais plus jeune. Et puis après, d'ailleurs, ma première mission de stage, c'était ça. C'était contrôler les consommations je devais avoir un problème avec ça, alors. Contrôler les consommations des radiateurs électriques en fait de chaque étage, c'était pour faire une étude, savoir si ça valait pas le coup de les remplacer par quelque chose c'était des grille-pains dans un EHPAD. Ah bah oui. Donc, et c'était intéressant parce que du coup, on était en train d'essayer de voir, mais c'était les prémices parce que c'était des grille-pains un peu dégueux qui n'étaient pas automatisables. Et du coup, on les verrouillait en fait pour avoir essayé d'avoir une température qui était plus ou moins constante. Et donc là, cette année, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire parce que on a demandé enfin, l'État a demandé à tout le monde de faire un effort de participer à cet effort. Et pour participer à cet effort, tout le monde avait l'air d'accord de dire qu'on ne pouvait pas baisser la température dans les EHPAD à 19. Et ça, moi, enfin, j'étais totalement d'accord. D'ailleurs, j'ai fait une prise de parole, je crois, je sais pas si c'était cette année ou l'année dernière, en ce sens, en disant que pour moi, 19 degrés dans un EHPAD, bah oui, quand une personne est toute la journée dans un fauteuil et se dépense pas forcément, bah, c'est pas évident. Et puis, suivant les chambres aussi, l'exposition est pas forcément la même. Et donc, ici, on était plutôt autour de 22-23. Sauf que je m'apercevais que suivant les chambres, bah, je montais beaucoup plus haut en température. Suivant les chambres, j'étais plus bas, mais c'était rare. Et donc, on a acheté des thermomètres connectés qu'on a positionnés un peu partout dans la résidence. Alors, on a le Wi-Fi partout, hein, donc ça simplifie aussi un peu les choses. Et on a commencé à faire des réglages sur le réseau. On a commencé à faire des réglages sur le réseau en demandant aux prestataires d'essayer de faire en sorte que dans tout le bâtiment, ça soit toujours la même température et que du coup le chauffage finalement s'adapte. Donc il nous a expliqué qu'il avait une sonde en extérieur, etc. Mais pour autant, on s'apercevait que quand il faisait chaud dehors, à l'intérieur, il faisait hyper chaud aussi. Donc le chauffage continuait à chauffer. Donc pour nous, la sonde était mal réglée. Et ben, en fait, quand il a vérifié, on s'est aperçu que finalement, oui, la sonde était mal réglée. On a regardé l'équilibrage du réseau. Le réseau n'était pas forcément hyper bien équilibré. Donc l'équilibrage du réseau, c'est la quantité d'eau qu'on laisse passer suivant la colonne qui alimente les radiateurs. Là, pareil, on a fait des essais. Donc quand un résident se plaignait d'avoir froid dans sa chambre, on y mettait, ou qu'un soignant disait, oh là, dans telle pièce. Alors forcément, on a travaillé sur le sujet avec les soignants, hein. On les a impliqués en leur expliquant que voilà, on allait baisser les températures, etc., que ça allait être normal et que le but était d'atteindre une température, enfin la température cible de 23 degrés, 22-23 degrés, ce qui est déjà très bien, hein. Et enfin, je pense. Et en fait, on leur mettait à disposition des thermomètres connectés et on enregistrait les températures sur plusieurs jours et principalement la nuit pour voir si ça chutait trop. Et donc, on a affiné comme ça au fur et à mesure et on s'est aperçu que bah là encore, malgré l'inflation, on va pas dire qu'on n'a pas fait qu'on a fait des économies, mais on a au moins stabilisé nos consommations sur le chauffage urbain. Et ça lié à, on a consommé autant, enfin un peu moins, mais on paye autant. Voilà. Donc on a Ouais, fait tu as quand été même des capable de économies réguler. d'énergie, et donc finalement, ça a été un effort pas si difficile à faire parce que bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'effort. Finalement, les gens gagnent en confort parce que quand vous rentrez dans une chambre où il fait 24-25 parce que le chauffage est mal réglé, c'est pas génial. Alors, je pense qu'on peut aller encore plus loin, hein. On a remplacé, là, dans le cadre avec un C2E, on a remplacé des têtes thermostatiques. On a réussi à avoir des têtes thermostatiques
par des organismes là, tu sais, d'ailleurs, tu étais tout le temps sollicité par ça, je pense, quand tu étais le directeur. C'est les trucs où ils veulent te donner des pommeaux de douche. Et ben, il y en a qui Ouais. donnent des têtes thermostatiques. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité, nos têtes thermostatiques, 7 8 ans. Bon, allez, on les remplace, parce que généralement, elles ont la tête collée, etc. Donc, on les a remplacées par des têtes un peu plus optimisées. On a même étudié la possibilité d'en mettre des connectés. Mais là, c'était un coût quand même déjà. Là, on passait au niveau supérieur. Et là, très récemment, donc on a commencé il y a un mois, on a fait installer donc sur les clims de la résidence des cartes Wi-Fi qui leur permettent d'être connectés. Ce qui fait que la clim qui parfois tu retrouves la clim pompe à chaleur qui généralement est pas forcément enfin pas très bien gérée par nos équipes parce que bah ils sont plus formés à utiliser le lève-malade que le petit boîtier de clim qui est à l'entrée et qui est à l'entrée de chaque unité et qui est parfois très complexe. Et donc, des fois, bah, je passais dans l'unité. Alors, on retrouvait celui qui mettait la clim à 18 quand il fait 32 dehors. Celui qui met la clim à 26 mais qui la met en chauffage plutôt qu'en froid. Celui alors qu'il fait 32 dehors et qui dit la clim, elle marche pas. Celui qui la met en humidification d'air. Et bon, après, il y en a qui savent très bien s'en servir aussi, hein, on va pas acheter la pierre à tout le monde. Et bien là, on a tout automatisé et donc avec des scénarios et on a un accès central au clim avec un historique des températures, là aussi. Et donc comme ça, dans chaque pièce, pareil, on stabilise la conso et on essaie de l'utiliser de manière raisonnée en se disant que bah, on va peut-être pas passer en dessous de. Alors, l'État a conseillé 26 degrés, hein, je crois, pour la clim. Nous, là, en ce moment, on est plutôt autour de 24 parce que dans le nord, il fait pas hyper chaud et que bah, du coup, on est 3 4 degrés en dessous de la température extérieure, donc c'est plutôt pas mal. Là, aujourd'hui, si je regarde, il fait 22 degrés, donc mes clims sont éteintes. Et je suis sûr qu'elles seront pas lancées en chauffage. Et en même temps, à 22 Ça veut dire degrés. qu'on peut pas les allumer. Tu vois, elles sont bloquées parce que c'est ça le truc, c'est les mauvaises manips, Alors, c'est en on fait, elles allume et sont puis on verrouillées, oublie. mais si un soignant me le demande pour X ou Y raison, on l'activera. Après, ils peuvent quand même avoir. Alors, dans certains cas, ils ont accès aux panneaux, aux panneaux d'utilisation, mais le scénario peut bloquer totalement le, le système et faire en sorte qu'il n'y touche pas. Lorsqu'il y a enfin, la plupart du temps, les unités l'utilisent bien, donc on leur laisse quand même une certaine marge de manœuvre. Maintenant, en fait, les utilisent bien. En plus, ils savent qu'on suit, donc c'est un peu plus compliqué pour eux de faire un peu n'importe quoi. Mais bon, encore la semaine dernière, en regardant, j'avais laissé un panneau en accès libre. Bah, on m'a mis une unité à 18. C'est, alors, elle descend pas à 18 en température. Mais voilà, là par exemple, il fait 22 dehors et là je regarde en direct hein, mon panneau. Donc, Ouais, on peut ouvrir la fenêtre, quoi, plutôt que de c'est mettre du la clim. direct live. Voilà, là effectivement, il fait 25 degrés dans une unité. C'est un peu dommage de mettre la clim. C'est un peu dommage de mettre la clim. Après, je peux le comprendre. Ça peut apporter un certain confort si effectivement les résidents en ressentent le besoin. Mais je pense qu'il vaut mieux ouvrir une bonne fenêtre et Ouais, s'aérer, quoi. sympa, ouais. Et en plus, les résidents, de toute façon, ils aiment pas la clim. Et ça, Ouais. enfin, en plus, les soignants sont les premiers à nous le dire. Les résidents n'aiment pas la clim parce que c'est trop froid, c'est parce que c'est. Et donc, Ouais, c'est mal c'est réparti, quand même mieux d'ouvrir la fenêtre. Voilà. ça En marche. fait, c'est pas Euh, ne pas l'utiliser par principe, c'est l'utiliser de manière raisonnée. ouais, à bon escient. Et puis, alors, il y a toute la dimension aussi environnementale de réduction en gros, d'utilisation de Bah, l'énergie, de c'est de CO2 la et tout ça RSE qui est. finalement, c'est de se dire à un Ouais, moment, on est quand même des gros pollueurs aussi, et du coup, comment on peut réduire au maximum sans impacter nos résidents et nos familles? ouais. Enfin, les Ok. impacter le plus possible. La question, du coup, c'est l'aspect domotique. Mettre des capteurs comme ça, c'est compliqué. Ça a l'air compliqué. Bah là, Coûteux, c'est en fait, compliqué, nous, technique. on l'a négocié sur la maintenance de nos matériels. C'est-à-dire que là, on a renégocié nos contrats de maintenance.
Aussi en lien avec l'inflation, hein, c'est qu'à un moment, les contrats de maintenance, les prestataires commençaient à envoyer des augmentations, etc. Donc nous, on s'est dit, bah ok, mais on remet en concurrence, donc en passant par des groupements d'achat, en, en, en consultant plusieurs prestataires, en étudiant aussi nos prestations. Est-ce que nos prestations sont adaptées? Est-ce qu'elles sont sous-dimensionnées ou surdimensionnées? Pour essayer d'avoir bah, finalement le bon contrat. Là, nous, dans le nouveau contrat, la négociation à la signature, c'était l'installation de ces cartes. Je pense qu'au global, me semble que le chantier pour 8 clims, j'aurais pu te dire, mais il me semble que c'est, oui, En il faut. gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu les as pas payés. En tout cas, pas Bah, je directement. les paierai, mais différemment, c'est-à-dire que c'est plus ou moins inclus dans ma maintenance. Voilà, Tu maintenant, le payes à coût j'ai pas eu constant sur d'augmentation ton significative. Pour abonnement. les experts en contrat chauffage, je les paye sur mon P3. Hmm. Voilà. Ok, Donc sur ma partie, sur ma partie maintenance, pas maintenance, mais investissement. Et donc on a ouais. investi une partie là-dedans et pour le moment on n'en est pas mécontent. On n'a pas encore de résultat hein, sur la facture. On attendra de voir. Mais c'est vrai que ça fait partie de nos sujets de se dire à un moment, oui, la domotique c'est hyper important. On étudie la possibilité de mettre des têtes thermostatiques parce que connectées. Parce que comme ça, on a un thermostat par chambre, en fait. Voilà. Oui, puis c'est toujours pareil, des données factuelles, tu peux réagir vite et c'est comme ça que tu fais C'est ça, et puis c'est t'es aussi plus facile efficace, des quoi. fois de répondre à des familles parce que parfois on a la problématique de la famille qui dit, et j'ai eu le cas il y a pas long, il y a de ça un an, où la famille dit non, mais il fait trop froid dans la chambre de maman, il fait trop froid dans la chambre de maman. Et en fait, du coup, la solution du thermomètre connecté, mais c'est super bien, ça coûte une trentaine d'euros chez peu importe, chez peu importe, vous allez chez Darty, Boulanger, il y a une marque qui fait ça. Et il y en a plusieurs d'ailleurs. Et c'est top parce qu'en fait, vous claquez ça, vous le mettez sur votre Wi-Fi, vous avez une petite appli sur le portable, là aussi vous pouvez mettre des alertes. Et en fait, c'est tellement bien parce que là, du coup, la famille, vous allez la voir avec une semaine de données en lui disant, bah, regardez, la température, elle descend jamais sous les 20 degrés et finalement, elle est plus souvent à 23, 24, voire même 26 quand il y a un rayon de soleil donc vous trouvez raisonnable qu'on mette plus de chauffage. Et donc la personne dit bah non. Et, Ouais. et ça, pour le coup, oui, c'est factuel. Voilà. Et ça, c'est Non, cool. ça marche bien. Ça m'a un peu sauvé la vie sur plusieurs situations, ça. Et du coup, maintenant, j'en ai 4-5, ouais, qui servent d'ailleurs même en période de canicule pour mettre des alertes si ça passe au-dessus de 26 degrés. Et oui, pour ton plan bleu, prendre la Voilà. température au point le plus chaud 2 fois par jour et tout. Toi, en fait, du coup, tu l'as tout le temps. Et ouais, je l'ai Et, en connecté, et donc surtout, tu es réactif. parce Non, mais que c'est bon, toujours le même sujet. on va pas se mentir aussi, le thermomètre dans le coin là-haut où on prend les températures, on l'écrit sur un papier, c'est super. Mais on en fait quoi de la donnée derrière? Rien. Et alors que l'alerte sur le portable et sur le mail, bah au moins on a une trace et ça nous alerte. Donc, voilà. Et Oui, c'est puis tu vrai. regardes pourquoi la clim, elle n'est pas allumée, ou s'il y a une fenêtre ouverte, ou s'il y Exactement. a un truc qui va pas, et tu corriges tout de suite. C'est OK. Il y a un autre sujet auquel tu m'as parlé, alors ça concerne les établissements qui sont pas propriétaires du bâtiment, qui font appel à un bailleur. C'est la notion des investissements et comment on fait en sorte que le bailleur réinvestisse au fur et à mesure dans le bâtiment, notamment peut-être sur de l'isolation, de l'économie d'énergie, en tout cas l'amélioration du bâti parce qu'il y a quelques obligations qui parfois passent à la trappe. Oui, alors en fait, tout dépend de l'établissement et du type de convention. Beaucoup d'établissements finalement sont adossés enfin, des établissements ne sont pas gérés par le propriétaire des murs. La gestion de l'établissement est confiée à une asso gestionnaire ou à une entreprise gestionnaire et qui paye un loyer à un bailleur. Alors certains, le bailleur, c'est un bailleur social. Certains, le bailleur, bah, c'est un promoteur. Et certains, le bailleur, bah, ça peut être aussi des congrégations, etc. Enfin, et autres, ou Oui, d'autres un associations qui propriétaire eux-mêmes sont institutionnel ou propriétaires. privé.
Moi, là, je parle principalement de ce que je connais, c'est-à-dire les bailleurs sociaux, euh, où aujourd'hui, on peut avoir parfois quelques difficultés dans la programmation des plans des plans pluriannuels d'investissement. Souvent, nos bâtiments sont très beaux quand ils sont construits, mais les maintenir en état, c'est quand même un enjeu et c'est des fois plus compliqué quand le bâtiment est récent d'ailleurs. Et donc, on avait évoqué ensemble, oui, la gestion donc des provisions pour gros entretiens, pour travaux, pour voilà, la provision pour travaux, donc on appelle ça PGE, PGR, hein, pour gros entretiens, pour les travaux, etc. Et dans ces provisions, donc il y a les sommes en fait ne vous appartiennent pas vraiment, hein, elles sont chez le bailleur, mais elles servent à entretenir votre bâtiment. Alors chacun a des conventions différentes, mais c'est un peu technique. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que quand on construisait un établissement à plusieurs millions d'euros, il faut des emprunts et que ces emprunts généralement s'arrêtent aussi. Et donc certains oublient et moi le premier, hein, je connaissais pas du tout le système. Donc au départ, voilà, moi, je disais, ben, j'ai pas de PGE, PGR, donc j'ai pas de provision. Donc il va falloir que je projette un investissement, l'investissement en fonds propres et que j'aille voir mon banquier. Et en fait, des fois, c'est pas forcément obligatoire parce que vous avez plusieurs enjeux de négociation et plusieurs angles d'attaque de votre bailleur. C'est les emprunts de construction. Parce qu'en fait, quand les emprunts sont remboursés, quand certains emprunts sont remboursés, vous commencez à ne plus être en redevance. Donc, au départ, lorsque vous signez une convention avec un bailleur et que, que le bâtiment est toujours en train d'être remboursé, vous êtes en redevance. Et lorsque les emprunts sont remboursés, vous commencez à rembourser finalement du loyer. Et c'est là où il y a un enjeu stratégique, et j'ai appris ça sur mon premier poste de direction, parce que ça vous permet d'investir sans taper sur votre prix de journée. Je m'explique. Si vous remboursez, je sais pas, je fais une opération un peu foireuse, hein, on va dire 100 000 euros par mois de loyer, ce qui est énorme, mais voilà, vous avez 100 000 euros par mois de loyer, c'est pour l'exemple. Sur les 100 000, on va dire que il y a 20 000, c'est de ouais, 10 000 de la rémunération du bailleur social. Il y a une partie, et le reste, ça sera des emprunts, des intérêts. Et c'est là où, en fait, quand les emprunts vont s'arrêter, bah, il va falloir essayer de récupérer ces capacités finalement de remboursement ou d'emprunt et de renégocier avec votre bailleur pour réemprunter et réinvestir. Et c'est très, très important, surtout dans le cadre de gros travaux de rénovation, comme je peux le faire là sur des structures. Et lorsque ça, c'est bien géré avec le bailleur, donc à la fois les provisions pour gros travaux et les emprunts, on arrive de manière générale à essayer de stabiliser au maximum le loyer. Alors, sauf exception, parce que, enfin, il y a ça à gérer, mais il y a aussi, et ça, je l'ai découvert il y a moins longtemps, et je vous le fais partager, c'est vrai que les bailleurs sociaux empruntent de l'argent des livrets A. Donc, vos intérêts, lorsque vous remboursez des emprunts pour vos établissements type EHPAD, enfin, là, résidence autonomie pour moi, et ben, les taux d'intérêt peuvent être variables. Et donc, en ce moment, on n'est pas loin de 4% de taux d'intérêt. Il y a quelques temps, on était plutôt à 1%. Donc, c'est exactement la même règle, hein, finalement, que pour soi personnellement. Sauf que il faut suivre le taux de livret A. Et là aussi, vous avez des angles d'attaque. Alors, surtout quand le cours est bas. Là, en ce moment, il ne l'est pas. Et ça, c'est une piste aussi pour essayer de stabiliser son loyer. Et le loyer, c'est quand même une grosse dépense dans nos structures. Enfin, suivant les structures, mais généralement, c'est une grosse dépense. Et donc, la réponse des bailleurs quand on demande à faire des travaux, c'est souvent d'augmenter le loyer. Et ben, en fait, il faut essayer de négocier en disant non, non, moi, ce que je veux, c'est ne pas augmenter mon loyer, c'est d'essayer de le stabiliser et je veux faire des investissements raisonnés, et du coup, des investissements qui peuvent être réguliers. Et donc, voilà, c'était la petite. J'espère avoir été clair. Mais Ouais, non, mais c'est clair. Après, en tout cas, vraiment, l'idée, c'est que quand il y a un bailleur social, on paye un loyer, mais dans le loyer, il y a une partie d'investissement qui parfois alors, va ça être un dépend petit des peu oubliée. conventions. Pas toujours, hein. Là encore, ça dépend des conventions, mais souvent.
il y a des possibilités de renégocier des choses et de faire en sorte, c'est un peu comme chez le banquier en fait, c'est de faire en sorte de lisser les dépenses et de réutiliser finalement, de ne jamais passer en loyer, mais bien de rester sur une redevance, donc de rembourser des emprunts, donc de rémunérer le bailleur au passage parce que c'est normal, mais que ça ne soit pas, que la rémunération ne soit pas excessive. Là encore, c'est de faire en sorte que le résident paye ce qu'il doit payer, quoi, et pas plus. Et donc, moi, Et quand je vais puis, négocier, c'est ce que je me mets dans la tête. Et donc, c'est vrai que si et il y a des bailleurs qui jouent très, très bien le jeu. Il y a même des bailleurs qui vous appellent en disant il faut impérativement qu'on se voit parce que dans un an, il y a un emprunt qui s'arrête. Vous avez une ligne de, je sais pas, 200, généralement, il y a 600, 700 000 qui se libèrent. Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on le dépense et comment on le projette? Bon, généralement, c'est rarement, ils vous appellent rarement l'année d'avant. Ils vous appellent 2, 3 ans avant parce que il faut, quand vous dépensez 700 000 euros, il y a un peu de bureau d'études quand même derrière. Mais, mais ça, c'est pas mal comme voilà, c'est pas mal de l'avoir en tête, de se dire voilà, il y a des bailleurs qui vont jouer le jeu, qui vont venir vous voir, et il y en a, ils vont laisser courir. Mais pendant ce temps-là, tant mieux, parce que les mois où vous avez continué à payer, c'est fonds perdus, quoi. C'est ouais. dans la poche du bailleur. Alors peut-être que voilà, Non, peut-être que mais il c'est faut l'anticiper. Et puis, tu ouais. vois, c'est la question de l'inflation, en fait. Si on revient là-dessus, c'est autant investir sur, je sais pas, refaire une toiture, changer les fenêtres, faire une meilleure isolation et puis améliorer aussi le confort. Pourquoi pas aussi mettre des trucs plus Alors, connectés et tout ça, et puis pouvoir derrière, en fait, compenser cette inflation à travers un bâtiment qui est efficace. Parce que l'objectif, c'est de réduire, c'est de faire des économies, en gros, sur l'énergie, sur les fluides, ce qui permet en plus de moins consommer d'énergie et d'avoir un bâtiment qui est et plus avoir efficace, cette quoi. logique de travail avec son bailleur, et j'ai plusieurs exemples dans mon asso, et c'est ça qui est bien, parce que j'ai plusieurs bailleurs. Avoir cette logique avec le bailleur, exemple dans le cadre des PAI CARSAT pour ceux qui sont concernés, donc projet d'investissement là avec financé pour partie par la CARSAT et maintenant presque en totalité si on a un concours, le concours du département. Et ben globalement, c'est quand même pour eux très rassurant pour ces financeurs-là parce qu'ils disent ouais ok ils ont une vraie logique et si en plus vous venez y ajouter de l'ISO et cette logique dont on a parlé tout à l'heure de domotique, d'optimisation, de se dire voilà, nous on veut que les gens soient bien et ils soient confort, mais pas ouvrir les vannes comme des bourrins et dire allez demain c'est bon, ça va faire il va faire aussi chaud que dans un sauna. Non, on veut que les gens soient bien, mais pas de manière déraisonnée. Et donc si on leur prouve que bah voilà, cette année, je veux faire ma toiture. L'année prochaine, enfin dans cette année, on commence la toiture. Ça va durer 2, 3 ans parce que voilà, c'est un chantier à plusieurs millions. Bon, après, mais on n'a pas l'argent du coup. Mais si enfin, on a regardé, nos emprunts s'arrêtent dans autant de temps. Le bailleur est OK. Il a projeté le financement comme ça. Si vous payez, on va pouvoir faire autant de trucs en plus. Si vous payez pas, bah, et on va quand même pouvoir faire des choses, mais on va perdre 3, 4 ans. Bah, et vous êtes complètement plus crédible. Vous arrivez, vous avez la tête sur les épaules, et c'est vous qui menez la conversation, enfin la danse. Le gars, il arrive pas en face en disant, bah ouais, mais si on paye pas, qu'est-ce que vous faites? Enfin, vous avez une réponse à ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, puis Et c'est de connaître cette subtilité-là, parce que tu vois, finalement, tu es directeur d'EHPAD, tu gères un établissement, voilà, là, on est sur des sujets bâtiments très spécifiques, quoi. On est passé de l'électricien, du plombier au oui, et c'est bailleur. pour ça que c'est quand même. Euh, Alors, c'est toujours bien d'être bien staffé quand même. Mais c'est vrai que alors moi, c'est des choses que j'ai appris au début avec des consultants, que maintenant je maîtrise un peu. Mais c'est vrai que euh, c'est bien de les avoir en tête, c'est des enjeux. Et en fait, bah, après, voilà, moi je vous invite à décomposer votre prix de journée ligne par ligne en prenant un EPRD ou un ERRD plutôt, et à décomposer ligne par ligne chaque dépense dans votre annexe tarifaire par votre nombre de résidents en moyenne avec votre TO pour obtenir jour par jour. Alors finalement, avec la BI, maintenant, on va l'obtenir sans ça, mais par dépense, enfin par poste de dépense important, nourriture, d'avoir jour par jour combien ça te coûte, et l'objectif étant de faire en sorte que bah, finalement ce qui va aux résidents soit le plus élevé,
parce qu'il va en direct aux résidents la nourriture soit le plus élevé et cohérent et que bah il y ait pas des pertes bêtes sur par exemple de la flotte qui part dans l'évier quoi. Et ça, enfin pas dans l'évier mais oui dans les égouts. Et moi j'avais fait ça une fois et je m'étais aperçu de dépenses farfelu enfin pas farfelu, mais quand vous voyez que certains trucs commencent à vous coûter, je sais pas, 15% du prix de journée, mais que finalement vous n'êtes pas satisfait du machin et qu'à côté de ça, je sais pas, la nourriture, alors je saurais pas dire le ratio, mais représente la même chose ou sensiblement plus, bah vous vous dites ouais non, il y a un truc qui va pas, il faut peut-être que je regarde pourquoi. Mm. Pourquoi? Et aussi les variations. Mais c'est assez intéressant, ça, j'avais fait une fois. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, cette décomposition. Et ça permet de réaliser et de se dire, voilà, dans une journée, combien un résident dépense pour l'eau, par exemple. Dans une journée ou dans un mois, combien dépense-t-il pour sa nourriture? Normalement, les gros groupes l'ont déjà ça. Mais généralement, le petit Ouais, après, établissement tout seul, il le fait pas, quoi. Voilà. Non, on va pas si loin. Tu peux avoir ton prix de journée alimentaire dans ton contrat, mais c'est vrai que avoir ce détail, voir le loyer, et puis, Ouais, mais entre le prix de ouais, journée puis, alimentaire et le réel, moi, je suis pas sûr que ça soit toujours. non, ça, c'est un autre sujet. Après, ça, tu le sais pas, parce que enfin, Non, si je parle pas du t'externalises, réel moi, enfin, les factures sont quand même parfois assez opaques. Et en fait, entre la théorie de ton contrat et les réalités de ce que tu as, de ce que t'as de ce que t'as en facturation, des fois, t'es quand même assez surpris. Les MAD, les trucs, les mises à disposition alimentaires, hors repas, parce que oui, les repas, bon, il y a un tarif, on est d'accord, et puis on le paye, point. Par contre, il y a quand même derrière toute la partie mise à disposition parfois de denrées. Là, c'est un peu opaque. Enfin, voilà. c'est pas faux. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, si on veut faire face aux dépenses, à l'inflation, notamment sur l'énergie, qui peut être catastrophique pour les établissements, il faut aller vraiment chercher ce bouclier tarifaire. Et puis après, du coup, tu nous partages des astuces en fait, hein, qui t'ont permis, toi, de réduire tes factures sur l'eau, l'électricité, et puis sur la partie investissement au niveau du bâtiment et de la maîtrise du loyer, si on a affaire à un bailleur social, vraiment anticiper les questions Ouais, de je maîtrise pas, réinvestissement. ça existe, peut-être que ça se gère aussi comme ça chez d'autres bailleurs, hein, c'est probable, hein. Mais c'est voilà. Ah, mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, le bâti, il faut vraiment faire gaffe, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, tout ça, c'est très technique et c'est un métier sur lequel, franchement, ouais, si tu es une petite structure, si t'as pas quelqu'un qui est, en gros, le gestionnaire du patrimoine, enfin voilà, presque c'est une question d'ingénierie, c'est quand même Ouais, on a très un compliqué. Donc, responsable technique, enfin un responsable du pôle technique, il est pas responsable du patrimoine. Et puis généralement, en fait, mais le bailleur généralement joue un peu là-dessus, c'est-à-dire que il va avoir des échanges avec la direction, avec le responsable technique, et à un moment il va dire ouais, mais il me faut un décideur, il me faut un DAF, et voilà. Et en fait, nous, on n'a pas tout ça. Ici, c'est ouais, plusieurs casquettes, voilà. ça marche. Eh ben, merci pour toutes ces infos et puis à Et bientôt. bonne journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.